Bonjour à tous, je suis donc Annie Munier, Bretagne Commerce International, conseillère en aspects techniques et réglementaires. Pour ce webinaire sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, de quoi parle-t-on? Nous avons l'intervenante Christelle Ferrari, Direction régionale des douanes de Bretagne, qui se présentera tout à l'heure. Et je suis accompagnée de ma collègue Laurence Guillou, que je vous présenterai tout à l'heure. Nous avons souhaité, avec donc l'équipe, organiser cette fois-ci un webinaire sur ce thème qui est une notion de RSE et de développement durable pour les produits importés, parce qu'effectivement, c'est une notion qui va de plus en plus impacter le commerce international et BCI dans ses missions. Et bien entendu là, comme vous le savez, pour vous aider dans votre développement. Tout à l'heure, Christelle détaillera le sujet, donc je ne vais pas aller plus loin dans la description de ce thème. Une présentation rapide. Qui sommes-nous? Donc, les principales missions de BCI, pour les entreprises qui nous connaissent déjà et celles qui nous découvrent lors de ce webinaire. Nous sommes une association d'entreprises, environ 1000 adhérents. C'est un outil du Conseil régional, donc Région Bretagne et de la CCI Bretagne, créé il y a 10 ans, pour aider les entreprises bretonnes dans leur développement à l'international et aussi identifier des investisseurs étrangers. Les principales missions sont de vous informer, de vous sensibiliser. De plus en plus, vous avez aussi un besoin de permettre un partage d'expériences entre vos pairs. Nous vous aidons à vous structurer à l'international et nous avons également un outil pour promouvoir l'offre des entreprises bretonnes. Vous aurez, à l'occasion de la suite de ce webinaire, vous aurez notre présentation, donc je ne vais pas m'étendre davantage, sinon vous montrer les mots-clés en fait de notre métier et les personnes de notre équipe notamment qui seront là pour vous aider dans votre problématique, dans vos problématiques à la fois stratégiques de développement à l'international, techniques et réglementaires. Et vous avez donc dans chaque CCI les conseillers que vous voyez ici à l'écran. Et pour les aspects plus sectoriels, c'est-à-dire l'approche marché sectorielle, vous aurez également nos collègues que vous allez voir sur une carte à suivre, qui sont les attachés sectoriels par domaine d'activité. Voilà, vous les connaissez également. Je voulais également vous faire un point sur un événement majeur, outre les réunions d'information ou webinaires que nous organisons régulièrement. Nous avons un événement que vous pourrez noter dans votre agenda, qui est l'Open de l'international, une journée des entreprises bretonnes qui se rencontrent, qui rencontrent nos partenaires, qui rencontrent nos prestataires de l'étranger, qui se déplacent spécialement pour cette occasion. Et en une seule journée, vous avez l'opportunité d'avoir des informations, une sensibilisation, des retours d'expérience, des échanges de bonnes pratiques et de rencontrer en face-to-face nos partenaires de l'étranger. Donc, c'est vraiment une opportunité unique d'avoir en une seule journée ces rencontres riches en opportunités et en informations. La date, c'est le 1er juillet 2024 cette fois-ci. C'est la 12e édition. Et pour y participer, il faut bien sûr vous y enregistrer. Nous aurons également le souhait de vous inciter désormais à devenir adhérent de BCI. Pourquoi? Parce que grâce à votre adhésion, vous pouvez bénéficier de services et d'outils pratiques que nous mettons à votre disposition, qui sont de plus en plus valorisants pour votre entreprise, des informations, veille, marché, des aspects techniques et réglementaires, des synthèses de marché, des alertes que vous pouvez créer également, notamment sur ce sujet qui nous anime aujourd'hui, sur les alertes RSE et transition. Ces alertes sont dédiées aux adhérents. En plus, tout à l'heure, je vous disais que c'était aussi BCI souhaitait valoriser les produits des exportateurs bretons. Sachez qu'en tant qu'adhérent, vous avez la possibilité d'adhérer à une vitrine qui est Suppliers from Bretagne. C'est un catalogue en ligne du savoir-faire breton qui désormais est très bien référencé sur le web. Donc, n'hésitez pas à adhérer et utiliser ces outils. Voilà, vous aurez toutes ces informations, bien entendu, par la suite, puisque vous aurez le support. Je vous rappelle, quelques aspects pratico-pratiques de ce webinaire. Vos caméras et micros sont coupés.
Vous avez posé des questions lors de votre enregistrement. Ces questions ont été prises en compte par l'intervenante, Christelle Ferrari, qui a certainement répondu à bon nombre d'entre elles. Toutefois, si vous souhaitez poser des questions, nous vous invitons à le faire uniquement sur l'onglet Q et R que vous voyez sur votre ordinateur. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à en informer par mail immédiatement notre collègue Christine Martinet, qui retranscrira pour vous dans l'onglet QR votre question. Et nous ferons un temps questions-réponses à la suite de ce webinaire. Merci de faire au mieux pour vous poser des questions courtes et précises. Et bien entendu, tout ce qui génère une question plus approfondie à destination particulière, Christelle Ferrari pourra y répondre ultérieurement. Voilà, je pense que l'essentiel des participants sont désormais en ligne. Donc, nous allons couper nos micros et caméras et laisser la parole à Christelle Ferrari. Je vous souhaite un très bon webinaire et je reprendrai tout à l'heure le fil. Merci Christelle. Merci, merci Annie pour ce passage de relais. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire consacré au MACF. Merci d'avoir répondu donc à cet appel, je dirais, de présentation de ce nouveau dispositif. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par des remerciements en fait, parce que je voulais publiquement remercier Annie Munier, qui me précisait à l'instant que c'était son dernier webinaire chez BCI, puisque voilà, elle va bientôt tourner la page. Et donc, je voulais vous remercier pour l'énergie et l'implication que vous mettez depuis des années auprès des entreprises bretonnes et du partenariat que vous avez su créer aussi avec nombre de partenaires institutionnels, dont la douane en fait. Donc, je voulais vraiment vous remercier publiquement et vous souhaiter le meilleur pour la suite. Voilà. C'est très gentil. Merci beaucoup. Donc, on va rentrer dans ce thème un peu technique qui est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, pour vous situer un petit peu, je suis Christelle Ferrari et j'appartiens donc à la direction régionale des douanes de Bretagne, où j'occupe un poste à la cellule conseil aux entreprises qui a une vocation d'accompagner les entreprises dans leurs flux internationaux, import ou export, sur le volet douane. Donc, toute question douane qui se poserait à vous sur ces flux import-export, eh bien, vous pouvez nous contacter donc directement sur la boîte ou par téléphone. Donc, vous aurez de toute façon communication de la présentation et vous aurez cette slide avec nos coordonnées. Nous sommes deux. On a un périmètre donc région, donc on se déplace et on accompagne les entreprises sur les 4 départements bretons. Alors, on va aborder cette thématique du MACF sous 5 points. On va tout d'abord un peu décrypter ce contexte, je dirais politique, dans lequel s'inscrit ce dispositif MACF, et puis on viendra définir ce que recouvre exactement ce dispositif de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Puis on rentrera progressivement dans son champ d'application, les produits visés, c'est évidemment un élément crucial qui vous intéresse, et on verra les subtilités concernant ces produits visés. Qui est concerné, donc quels sont les acteurs économiques impactés, et je ferai un point d'attention également sur la notion de représentation. Donc on rentre un peu dans la technicité, mais vous verrez que j'essaierai en tout cas de vulgariser un petit peu toutes ces techniques propres à la douane, vous permettant de bien comprendre et de mieux appréhender en fait cette nouvelle réglementation qui sera applicable au 1er janvier 2026. Donc, on est vraiment dans une période de préparation, et c'est pour cette raison que on fera un point calendrier aussi, donc ce calendrier prévisionnel qui permet à chacun de préparer cette échéance du 1er janvier 2026 avec une to-do list qui vous permet justement de bien comprendre vos obligations finalement préparatoires pour être prêt au 1er janvier 2026. Et on terminera sur la répartition des différents acteurs institutionnels, puisque la douane n'est qu'un acteur parmi d'autres dans la mise en œuvre en fait de ce dispositif. Alors, commençons par le premier point, contexte et définition de cette nouvelle politique en fait de taxation carbone aux frontières. En fait,
l'Union européenne s'inscrit depuis déjà de nombreuses années dans un pacte vert, en fait, qui répond au protocole de Kyoto. Donc, on a mis en place déjà une politique écologique depuis de nombreuses années, ça date de 2005, en fait. Et en 2023 a été voté tout un paquet législatif qui s'appelle Fit for 55, donc ce pacte d'ajustement à l'objectif 55. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tout simplement, on se donne les moyens aujourd'hui, on se donne les outils opérationnels en quelque sorte pour réussir à diminuer les gaz à effet de serre de 55% par rapport au niveau de 90 et pour arriver à une neutralité climatique aux horizons des années 2050. Donc, c'est un objectif qui est assez conséquent, c'est un engagement qui est très fort de l'Union européenne, c'est très ambitieux en quelque sorte, et cette ambition doit s'articuler avec la protection évidemment de nos outils de production. On va pousser en fait les entreprises à innover, on va les accompagner à rester compétitifs et surtout, on va veiller à ce que les conditions de concurrence restent équitables vis-à-vis des producteurs des pays tiers qui ne seraient pas dans ce même élan politique sur une transition écologique de leurs outils de production. Et vous allez comprendre en fait que ce dispositif MACF, ce n'est pas une taxe supplémentaire qui s'ajoute et point. Donc, ce n'est pas qu'un levier financier, c'est aussi un levier pour impulser en fait une transition écologique, non seulement pour nos outils de production européens, mais indirectement, et vous le verrez, aussi pour impulser cet élan politique vis-à-vis des producteurs des pays tiers. Hein. Donc, il y a, je dirais, un impact direct et indirect sur l'ensemble des producteurs qui, par leur production, émettent des gaz à effet de serre par la mise en œuvre de ce nouveau dispositif MACF. Alors, dans ce paquet d'ajustements, hein, ce 55, si on veut faire court, il y a le MACF, mais il n'y a pas que le MACF, c'est un des 14 éléments qui composent ce paquet, puisque, et aujourd'hui on le voit, c'est suffisamment médiatisé, l'Union européenne s'oriente vers des gaz renouvelables, vers des carburants plus propres pour les véhicules terrestres, vers aussi des carburants plus propres pour les transports aériens, maritimes. D'ailleurs, j'en profite pour vous informer, mais peut-être que vous êtes déjà informé de cela, c'est les compagnies maritimes ont l'obligation de déclarer leurs émissions CO2 depuis le 1er janvier 2024. Donc, ils sont aussi rentrés en fait dans ce marché carbone au même titre que les compagnies aériennes, au même titre que les équipements industriels de production énergétique de l'Union européenne. Donc, ça ne concerne pas, vous voyez, que des importateurs sur certains secteurs d'activité. Ce paquet-là touche énormément de secteurs. Donc, on a parlé du transport, mais ça concerne aussi les bâtiments. On va s'intéresser, et on s'intéresse, vous le savez, aux énergies renouvelables, etc. Donc, en fait, ce n'est qu'un élément d'un paquet bien plus vaste sur le marché du CO2 que ce MACF. Alors, comment le définir quelque part? Alors, l'objectif, c'est clairement d'inciter les producteurs des pays tiers à réduire leurs émissions de CO2. Pourquoi? Parce que, et ça, il faut que je vous l'explique de manière suffisamment light pour ne pas vous perdre, dans l'Union européenne a été instauré un système d'échange de quotas d'émissions CO2, et ce depuis 2005 déjà. Donc on appelle ça le SEQE, c'est-à-dire
on est clairement sur un marché carbone. On va échanger des crédits carbone dans ce marché-là. Et ça va concerner justement tous les producteurs des secteurs énergétiques et industriels dans l'Union européenne. Donc dès 2005, ce système d'échange de quotas CO2 a été mis en place dans l'Union européenne. C'est d'ailleurs l'un des plus grands systèmes d'échange carbone au monde. Et dès 2009, on avait plus de 10 000 installations concernées dans l'Union européenne. Sauf que, en tant que producteur européen, on pourrait se dire, ben moi, je ne vois pas pourquoi je serais sanctionné par une taxe carbone, alors que je suis en concurrence avec des producteurs dans un pays tiers ou des pays tiers qui n'ont pas ces mêmes normes climatiques que dans l'Union européenne. Donc, je peux être tenté de délocaliser ma production pour ne pas justement avoir et subir cette sanction. Donc, ce mécanisme finalement d'ajustement carbone, et le terme est clair, d'ajustement, ça veut dire que je vais rééquilibrer. Je vais mettre un stop finalement à la fuite potentielle carbone par une délocalisation de ma production polluante, on va dire, dans l'Union européenne, vers des pays tiers moins stricts en la matière. Et donc, par ce schéma-là de balance, vous voyez bien que les certificats MACF, c'est-à-dire la taxe carbone aux frontières, eh bien, va venir compenser les quotas émis sur le marché de l'Union européenne pour pouvoir produire avec des émissions de CO2. Et aujourd'hui, ce système d'échange de quotas fonctionne comme une sorte de permis de polluer, entre guillemets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos industries polluantes, pour faire court, ont un quota maximum de polluer, c'est-à-dire ils ont des quotas gratuits. Voilà. Dès lors qu'ils dépassent ce plafond, ils doivent payer des quotas supplémentaires pour continuer à produire. Demain, ils seront moins concurrencés par ces produits tiers puisqu'il y aura le dispositif MACF. Et pourquoi cette politique se veut vertueuse, c'est-à-dire va contraindre finalement tout doucement les industries à se verdir, parce que l'Union européenne va baisser le nombre de quotas sur ce marché en fait de crédit carbone et elle va de fait provoquer une augmentation du tarif de la tonne carbone. Donc, il faut savoir qu'en 2021, la tonne carbone sur ce marché-là s'échangeait environ à 35 €. Aujourd'hui, la tonne est à 100 €. Donc, vous voyez le levier financier qui est très impactant va on l'espère, provoquer en fait une transition écologique, mais pas seulement dans l'Union européenne, également dans les pays tiers producteurs et émetteurs de CO2. Donc voilà le contexte, je dirais, politique et l'ambition en fait écologique de l'Union européenne sur un certain nombre de secteurs, puisque c'est ce qu'on va voir maintenant, le champ de l'application et les produits visés en fait par ce dispositif MACF. Alors, ce dispositif a été voté et acté donc, par le règlement du 10 mai 2023. L'annexe 1 de ce règlement présente la liste des nomenclatures douanières concernées par ce nouveau dispositif aux frontières. Donc, 6 secteurs sont concernés, ils sont couverts par ce SEQE dont je viens faire la présentation, puisque c'était pour moi incontournable que de vous expliquer ce contexte politique. Et en fait, l'Union européenne, la Commission européenne a défini des critères, finalement, lui permettant de cibler les secteurs les plus à risque de fuite carbone. Donc, elle s'est appuyée sur le volume d'émissions, l'exposition au risque de fuite carbone, bien évidemment, et a essayé de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre l'efficacité d'une part du dispositif, sa faisabilité technique et un besoin de limiter la complexité administrative pour les importateurs. Alors,
je fais un point sur ce que je viens de dire, la complexité administrative pour les importateurs. Pour certains qui m'écoutent, je pense que vous tombez de votre chaise quand vous m'écoutez sur ce point-là, parce que on a vu que les débuts étaient un peu chaotiques, un peu compliqués. Je vous le concède, la Commission européenne en est parfaitement consciente. Déjà, il y a eu des problèmes de connexion sur la plateforme MACF, qui est une plateforme européenne. Et puis, il y a un degré de technicité pour identifier et quantifier finalement les émissions de CO2 que vous importez. Donc, la Commission, et c'est pour ça que c'est un sujet qui évolue en permanence, la Commission met en ligne des outils, des aides. On a, et je vous montrerai en fin de présentation, on a une FAQ qui permet aussi de trouver certaines réponses à des questions, mais très pratico-pratiques, en fait. Donc, on est là pour vous. Quand je dis on, c'est pas que la douane, et je vous dirai aussi quels sont les autres acteurs qui peuvent vous aider pour vous accompagner dans cette préparation sur ce nouveau dispositif, donc à horizon 2026. Ce dispositif couvre donc des émissions directes et indirectes. Donc, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est ces émissions directes et indirectes, mais sans rentrer dans le détail, encore une fois, puisque là, ça relève plus de la prérogative du ministère de l'écologie que de la douane. Mais on pourra quand même vous en dire un tout petit peu. Par contre, là où la douane est pleinement concernée, ça concerne donc la marchandise, puisque vous savez que la douane, c'est l'administration de la marchandise et de la frontière. Donc voilà, qui dit frontière dit marchandise, et dit douane quelque part. Donc les secteurs visés en nombre de 6, ce sont donc l'acier, l'aluminium, les engrais, le ciment, l'hydrogène et l'électricité. En fait, ces importations représentent environ 1,5% des importations françaises et sont responsables de 45% des émissions de CO2 rapportées à l'ensemble des secteurs exposés donc au risque de fuite carbone. Et c'est pour cette raison-là que ces secteurs ont été identifiés. Lorsqu'on parle de fait générateur, donc de déclenchement de ce dispositif MACF, il faut comprendre que le fait générateur, c'est le dédouanement, c'est la marchandise qui est mise en libre pratique. Alors ça, la mise en libre pratique, c'est un terme douanier, ce qui veut dire que je peux mettre en libre circulation mes marchandises à partir du moment où elles ont été dédouanées et elles ont payé des droits de douane. Voilà. Donc, le fait générateur, c'est vraiment ça. Ensuite, il y a un cas spécifique que je voulais vous présenter parce que pour ceux qui importent et bénéficient de certains régimes suspensifs de droits et taxes en douane, eh bien, ils peuvent se poser la question, alors moi, si je mets ma marchandise importée sous un régime de perfectionnement actif, donc là, on rentre encore sur un terme technique. Le perfectionnement actif, c'est j'importe en exonération de droits et taxes des matières premières et ou des composants qui rentrent dans un cycle de production, voilà, pour fabriquer un produit fini que je vais mettre en vente sur le marché européen ou que je vais réexporter. Donc, dans ce cadre-là, on peut se poser la question, est-ce que mon produit importé qui rentre dans un régime donc suspensif de droits et taxes, est-ce qu'il va être taxé à la taxe carbone? La réponse est oui. Donc, si c'est un produit concerné et même s'il rentre dans un processus, un régime de perfectionnement actif, il ne sera pas exonéré de MACF, il sera taxé. Et la particularité aussi, si mon produit fini en fin de perfectionnement actif est concerné par le dispositif MACF, alors que mes produits importés qui sont rentrés dans ma production ne sont pas soumis à MACF, eh bien mon produit fini en fin de production et de perfectionnement actif sera taxé. Donc ça, c'est des particularités. Si certains d'entre vous sont concernés, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous explique, en sachant que on n'a pas encore la réglementation stabilisée européenne sur ce point-là. Mais sachez quand même qu'il y a des particularités lorsque vous bénéficiez de régimes suspensifs. Là, il faut revenir vers nous pour vérifier quelques points.
Autre spécificité, les emballages réutilisables qui sont concernés, tels que des fûts en acier par exemple, et qui figurent en fait à l'annexe 1, eh bien, si les emballages sont mis en libre pratique, en libre circulation, eh bien, ils sont également soumis au dispositif MACF, sauf lorsqu'il y a une admission évidemment temporaire et qui sont appelés donc à repartir. Donc, vous voyez, il y a des petites spécificités en termes de régime douanier en quelque sorte. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si des questions se posent. Alors, je vous présente rapidement les chapitres qui sont concernés. Donc, vous savez que les marchandises ont toutes un code douanier dans une nomenclature douanière. Et donc ici, on voit que le ciment, chapitre 25, est concerné, l'électricité au chapitre 27, avec des positions très précises, les engrais avec des exceptions. Vous voyez que les engrais, donc avec plusieurs chapitres ici, sont concernés, mais il y a des exceptions, vous voyez, donc except ici vous signale que ces produits-là ou ce produit-là n'est pas concerné. Également concernant donc le fer et l'acier, on a des exceptions, donc globalement tout le chapitre 72 est concerné, sauf voilà, ces nomenclatures identiques, de manière identique pour le chapitre 73, on a des exceptions. Pour l'aluminium, au chapitre 76 également. Et enfin, l'hydrogène. Donc, tous ces éléments-là, évidemment, sont consultables sur l'annexe 1 du règlement, sont consultables également sur le portail des douanes. Vous verrez qu'à la fin de la présentation, je vous mettrai des liens qui sont intéressants pour approfondir le sujet. Alors, est-ce que par rapport à ces 6 secteurs, est-ce que le périmètre du MACF va être étendu? Oui. Clairement oui. En fait, aujourd'hui, évidemment, on n'a pas ces secteurs-là, mais c'est déjà annoncé. Tous les 2 ans, la Commission européenne communiquera des rapports au Parlement et au Conseil sur cette possibilité d'extension du champ d'application. Et donc, il y a déjà des secteurs qui sont visés d'ici 2030, comme les produits chimiques organiques, les polymères ou des produits même en aval de la chaîne de valeur des marchandises déjà reprises donc, à l'annexe 1. Donc, clairement, on aura un périmètre qui va s'étendre et évidemment, vous serez informés en temps voulu. Alors, il existe quelques exceptions. Déjà, tous les importations inférieures à 150 € par envoi ne sera pas soumise à ces obligations MACF. Et puis, il y a certains pays également qui sont exonérés. Donc, dès lors que vous avez de la marchandise qui sont d'origine et pas de provenance, d'origine des pays de l'ALELE, donc l'Islande, Norvège, Liechtenstein et Suisse, et certains territoires de l'Union européenne comme Ceuta et Melilla en Espagne, Livigno en Italie et puis les îles Helgoland et Busingen, on aura une exonération finalement, une non-application en quelque sorte du dispositif MACF. Alors, on arrive maintenant aux personnes concernées, personnes morales et je dirais physiques, puisque vous voyez que le consommateur, de manière très indirecte peut-être, sera concerné. Évidemment, toute augmentation de taxation aux frontières a un effet automatique d'augmentation des prix à la consommation, en fait, de manière générale. Les acteurs économiques, les concernés les plus directement, bien sûr, ce sont à la fois les importateurs et les représentants indirects en douane. Alors, je vais préciser évidemment ce que recouvre cette notion de représentation. Les acteurs plus indirectement concernés, ça reste les producteurs hors UE, puisque forcément, lorsque vous avez une taxation aux frontières dans un pays d'exportation, ça peut venir déjà freiner vos ventes, et donc ça peut aussi favoriser justement à ce que vous verdissiez un peu plus vos cycles de production. Donc, vous voyez que ici, on est finalement tous concernés, mais évidemment, les importateurs sont les premiers impactés de par déjà la gestion et l'anticipation, évidemment, de ce dispositif. Alors,
un point sur la notion de représentation. Lorsque vous passez vos marchandises en frontière, il y a une formalité douanière qui est la déclaration en douane. Donc cette déclaration, vous pouvez la déposer par vous-même en tant qu'importateur, c'est-à-dire sans représentation en douane. Vous avez un service douane intégré et vous gérez en propre ces formalités douanières. Dans les autres cas, vous n'avez pas, je dirais, les effectifs ou la compétence pour le faire en interne, donc vous déléguez, vous mandatez un déclarant en douane, ce qu'on appelle plus communément un transitaire, pour effectuer ces formalités en douane pour vous. Et donc, il y a deux types de représentation. Il y a la représentation directe et la représentation indirecte. Alors aujourd'hui, majoritairement, les importateurs utilisent la représentation directe, c'est-à-dire qu'ils mandatent un représentant pour remplir la déclaration à son nom, en fait, et pour son compte, hein. Et on a aussi la représentation indirecte, c'est-à-dire que là, le transitaire va remplir la déclaration pour le compte de son client, mais en son nom propre. La différence, c'est que là, en termes de dette douanière, sur la représentation indirecte, il y a une co-responsabilité, c'est-à-dire que l'importateur n'est pas tout seul en responsabilité sur la dette douanière, mais le représentant en douane l'est aussi, il y a une co-responsabilité. Et du coup, ce tableau-là résume la situation, c'est-à-dire que en parallèle, si on veut, la représentation douanière et la représentation MACF, puisqu'il y aura un déclarant MACF. Donc, lorsque vous êtes sans représentation douanière, que vous avez intégré votre douane, c'est l'importateur qui est responsable sur toute la ligne, en fait. Quand vous êtes en représentation directe, c'est votre représentant douane qui dépose la déclaration et ensuite, la déclaration d'importation est en nom de l'importateur. Vous êtes responsable de la dette douanière et vous êtes aussi déclarant MACF. En revanche, pour la représentation indirecte, eh bien, le représentant dépose la déclaration en son nom, il y a une co-responsabilité sur la dette douanière et il est aussi représentant MACF. Et la représentation indirecte sera obligatoire pour les entreprises étrangères non établies en Europe et dans l'Union européenne et qui font des importations sur les secteurs visés par MACF. Donc là, pareil, je vais assez vite, mais s'il y a une question de représentation, revenez vers moi. Je ne peux pas trop m'arrêter sur toutes les notions et rentrer trop dans le détail. Ce qu'il faut comprendre, pardon, je reviens, je vais avancer. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il y a une distinction entre représentation en douane et représentation MACF, hein. Donc, si vous utilisez la représentation indirecte, il faudra que votre représentant en douane vous donne son accord, puisque les obligations MACF lui incomberont, il sera en responsabilité, hein. Donc, si jamais vous êtes dans ce schéma-là, il faudra forcément rédiger des contrats, des mandats ad hoc pour cette prise de responsabilité. Alors, quelles vont être les obligations des déclarants MACF, hein? Donc, soit l'importateur, je le rappelle, soit le représentant en douane qui accepte cette responsabilité. Nous sommes rentrés dans une phase de transition déjà depuis le 1er octobre 2023, hein, et cette phase de transition va durer jusqu'au 31 décembre 2025, c'est-à-dire qu'on se laisse 2 ans à peu près pour préparer la mise en œuvre de ce dispositif MACF aux frontières. Et donc, depuis le 1er octobre, les importateurs doivent être en mesure de déposer par trimestre un reporting, en fait, sur leur importation, donc évidemment des secteurs concernés et des codes douaniers concernés, sur la quantité totale des marchandises importées, sur les émissions directes, alors intrinsèques, directes, indirectes, des produits concernés importés. Et donc, vous avez un rapport trimestriel à déposer sur la plateforme MACF, donc cette plateforme européenne. Donc, on est sur une période de transition où on essaie déjà de comprendre ce qu'on nous demande, comment aller
à la pêche aux informations auprès de ces sourcing, de ces producteurs dans les pays tiers. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de taxation, il n'y a aucun paiement qui est demandé. La période de paiement et d'achat, vous verrez, de certificats va se mettre en place progressivement. Et donc, on aura une augmentation progressive des paiements MACF, puisque si je reviens à ce système de SEQE, plus le MACF va monter en puissance et plus les quotas gratuits qui sont encore alloués à nos industries européennes vont baisser. Donc tout ça, ça va se stabiliser dans le temps. Dans la phase d'application au 1er janvier 2026, déjà, seuls les déclarants MACF seront autorisés à importer. C'est-à-dire que vous allez voir que d'ici 2026, vous aurez, à côté des rapports trimestriels d'émissions CO2 à produire, vous devrez aussi obtenir le statut de déclarant MACF. J'y viendrai plus tard. Vous devrez acheter des certificats MACF concernant les émissions CO2 importées par donc, les produits concernés listés à l'annexe 1. Et au plus tard, à la fin de chaque mois de mai de chaque exercice civil, vous devrez déposer une déclaration MACF, une déclaration annuelle en fait, sur vos données d'importation de l'année N-1. Donc, il y aura pas mal d'obligations déclaratives en fait, et finalement d'achat aussi sur ce marché d'échange de quotas de CO2 pour pouvoir importer et ne pas être bloqué. Je vais revenir sur tous ces éléments-là pour vous ayez bien en tête ces phases-là préparatoires. Et donc, j'en arrive au calendrier en fait prévisionnel et à la to-do list, c'est-à-dire pas oublier de faire ci et ça pour être fin prêt en fait au 1er janvier 2026. Alors, nous sommes donc, comme je vous le disais, en phase de transition. On a cette obligation de rapportage trimestriel. Il est obligatoire. Donc, pour l'instant, évidemment, on ne parle pas de pénalité, mais il y a un système de pénalité qui est prévu déjà. Et on fera cette demande de déclarant à MACF. Alors, ne vous précipitez pas, ça va être fait en 2025. Mais dès 2025, la Commission européenne nous promet l'ouverture de procédures qui permettront aux importateurs de remplir en fait cette demande pour devenir déclarant MACF. Et puis, on aura cette période de fonctionnement effective, donc à partir du 1er janvier 2026. On aura donc cette permission d'importer ces produits ciblés à partir du moment où on est déclarant MACF, qu'on a donc ces certificats MACF, qu'on détient suffisamment surtout un stock minimum de certificats pour pouvoir importer. On aura donc cette déclaration récapitulative en quelque sorte annuelle qui sera vérifiée par un organisme certificateur. Alors, ne me posez pas de questions sur les organismes certificateurs, j'en ai déjà eu, je n'ai pas la réponse. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner une liste des organismes qui sont accrédités pour. Donc, ça va venir, mais pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Et puis, il y aura un système, je vais l'expliquer un petit peu plus tard, de restitution et de demande de remboursement de certificats MACF qui n'auraient pas été utilisés. Donc, je ne parle pas des pénalités non plus parce que pour l'instant, la législation n'est absolument pas stabilisée sur ce point-là. Donc, la to-do list, c'est quoi? Eh bien, déjà, c'est l'inscription sur la plateforme MACF. Donc, nombre d'entreprises bretonnes déjà ont fait cette démarche-là, puisque vous aviez jusqu'au 30 janvier 2024 pour déposer le premier rapport trimestriel de vos importations sur le dernier trimestre 2023. La Commission européenne a accepté que cette date-là pouvait être prorogée de 30 jours, c'est-à-dire que pour le premier rapport trimestriel, vous avez jusqu'au 29 février pour le déposer. Et de manière identique pour le second rapport trimestriel, qui sera donc à déposer pour fin avril, vous aurez aussi 30 jours supplémentaires pour le déposer. Et ces deux premiers rapports trimestriels
pourront être corrigées jusqu'à fin juillet 2024. Donc, vous voyez, voilà, on laisse le temps je dirais, à tous les acteurs de se mettre en marche et de comprendre un petit peu ce dispositif. Les pièces justificatives et le dépôt de candidature de déclarants MACF se feront au premier trimestre 2025 et je dirais, je pense, tout au long de l'année 2025. Donc, pas de précipitation, mais il y a quand même une indication donnée par la Commission. Elle demande quand même que chaque État membre commence à travailler sur ce statut de déclarant MACF dès le début de 2025 pour pas avoir trop à gérer dans la précipitation en fin d'année 2025, donc toujours dans cette logique d'anticipation. Et puis, il faudra veiller à acheter suffisamment de certificats pour avoir les conditions de stock minimum pour pouvoir importer ces marchandises concernées, donc à partir du 1er janvier 2026. Et dans le calendrier, hein, vous voyez qu'on aura une vérification finalement du premier exercice de fonctionnement, c'est-à-dire le premier exercice 2026. On aura donc cette étape récapitulative avant le 31 mai 2027 avec des éventuelles demandes de remboursement ou de restitution de certificats. Première chose, premier point, première étape, je dirais l'inscription sur la plateforme MACF. Donc cette plateforme-là, elle va tout gérer. Elle est considérée comme étant un guichet unique en fait. Et donc, première chose, l'inscription. Deuxième chose, je dépose mes rapports trimestriels. Et puis, en fait, c'est une plateforme qui se veut une plateforme d'échange avec l'autorité compétente dans l'État membre considéré. Alors, cet échange-là, sur les aspects techniques, c'est pas la douane, hein, c'est le ministère de l'écologie, donc de la transition écologique, avec sa direction générale de l'écologie et du climat, la DGEC. C'est sur cette plateforme qu'on va déposer les statuts et les demandes de statut déclarant MACF, et c'est aussi sur cette plateforme que va se faire le marché en fait d'achat, de restitution, de remboursement des certificats MACF. Donc on ne va pas ici aller chercher sur différents sites pour remplir ces obligations légales vis-à-vis de ce dispositif MACF, mais on aura un seul et même guichet pour faciliter donc les transactions et les obligations. Alors, pour pouvoir s'inscrire bien, sur cette plateforme, la douane donc rentre, je dirais, dans les acteurs actifs de la mise en œuvre de ce dispositif, puisque c'est par votre compte douane que vous pouvez accéder en fait à cette plateforme. Donc déjà, vous devez disposer d'un numéro EORI, d'un compte douane qui aura été certifié, donc entre guillemets validé par la douane, et vous pouvez vous rapprocher de nos pôles de gestion des procédures de nos deux bureaux en Bretagne, qui sont Brest et Rennes. Donc, Brest pour le 29 et 56 et Rennes pour le 35 et 22. Donc, si vous avez identifié comment dire, un besoin par rapport à ce dispositif MACF et que vous êtes donc concerné, n'hésitez pas à vous rapprocher pour vous inscrire sur la plateforme de ces deux pôles pour qu'ils puissent vous habiliter et vous donner les droits d'accès à cette plateforme MACF. On arrive maintenant à la partie la plus technique, je dirais, de la présentation et sur laquelle je ne suis absolument pas compétente, hein. Je suis très transparente avec vous là-dessus. La douane ne peut pas vous répondre sur des questions techniques relatives aux émissions de CO2, mais je vais quand même débroussailler un petit peu ce paysage-là, vous donner un cadre en tout cas. Par contre, ce sera la DGEC, je le mets d'ailleurs en fin de slide ici, c'est vraiment la DGEC, votre interlocuteur en France, qui peut vous répondre sur le degré technique d'identification, de quantification, d'estimation, donc du coup, des émissions CO2 qui vont être importées. Donc, dans ces calculs-là, il y a forcément la
quantité des marchandises importées. On vous demande aussi de recueillir des informations sur le site de production du pays tiers, sur les procédés de production utilisés, sur les émissions directes et indirectes. Donc, j'ai une petite slide qui vous explique ce que c'est ces émissions directes et indirectes. La méthode de calcul, c'est-à-dire comment vous avez calculé ces émissions, quelle est votre méthodologie. Est-ce que vous utilisez aussi des valeurs par défaut, hein? Il faut savoir d'ailleurs que la Commission met de plus en plus de documents et d'outils finalement opérationnels d'aide à ces calculs d'émissions et vous a proposé des tableurs et des documents à faire remplir par vos fournisseurs, hein, donc il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et puis, dernière chose aussi, est-ce que votre fournisseur paye déjà dans son pays du carbone? Parce qu'il faut savoir que tout à l'heure, quand je vous ai présenté le SEQE Union européenne, ça existe aussi dans d'autres pays. Alors, ça concerne peu de pays aujourd'hui, mais étonnamment, et moi-même j'ai été surprise en préparant ce webinaire, la Chine a mis en place son propre SEQE en 2021. Vous avez aussi certains États aux États-Unis qui ont aussi leur marché carbone. Il y a l'Uruguay qui a aussi mis en place un système d'échange de quotas. Donc, vous voyez, il y a quelques pays qui sont concernés déjà par cette taxe carbone. Donc, il faut se renseigner auprès de vos fournisseurs si eux-mêmes ne sont pas concernés, puisque ça viendra forcément baisser la note, entre guillemets, de taxation aux frontières européennes. Alors, concernant le calcul de ces émissions, je vous disais, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire qu'il y a différents niveaux d'émissions qui sont concernés. On a les émissions directes, donc qui sont liées directement donc, à la combustion, à des procédés chimiques, en fait. Par exemple, la décarbonation du calcaire rentre dans le calcul des émissions CO2. Nous avons aussi les émissions intrinsèques des précurseurs, c'est-à-dire les produits qui ont été consommés pendant le cycle de production par des réactions chimiques, physiques. Et puis, on a des émissions indirectes. Et là, ce sont des émissions sur l'outil de production, c'est-à-dire mon outil de production consomme de la chaleur, du froid, de l'électricité, etc. Eh bien, ces émissions indirectes vont être prises en compte dans le calcul du CO2. Donc, vous voyez que c'est assez large comme calcul et seuls vos fournisseurs pourront vous aider dans l'estimation, le calcul, l'évaluation de ces émissions CO2, en sachant que la Commission transmet et met à disposition une liste d'informations complémentaires à fournir par secteur d'activité. Donc, vous voyez ici, il y a des orientations pour l'acier, l'aluminium. Je ne rentre pas dans le détail, encore une fois, mais vous avez un corpus réglementaire et, je dirais, opérationnel d'outils d'aide à l'évaluation et au calcul de ces émissions de CO2. Donc, attention, c'est au poids. Alors, j'y pense là, un point d'attention, une entreprise m'a dit, moi, je ne sais pas faire, donc je mets le poids de mes marchandises. Ça ne peut pas être une valeur par défaut, évidemment. Donc, attention à ne pas prendre des raccourcis qui seraient vraiment très pénalisants et qui peuvent être très pénalisants donc, à l'importation. Donc, essayez de vous aider de ces outils-là qui sont en ligne sur la plateforme MACF et surtout de vous rapprocher aussi de la DGEC pour vous accompagner dans cette évaluation. Autre élément et point d'attention que je voulais aussi porter, c'est donc la candidature déclarant MACF, donc dès le premier trimestre 2025. Ce statut vous permettra donc d'importer les produits ciblés par le dispositif. C'est un statut qui sera valable pour tous les États membres. Il est inutile de demander un statut de déclarant MACF par État membre. Imaginons que vous importez par la France, mais aussi par les Pays-Bas ou l'Espagne ou que sais-je. Non, ce sera un statut européen, en fait. Donc, dès lors qu'il est délivré dans un État membre, il est valable évidemment dans l'ensemble des États membres. Par contre, si vous ne disposez pas de ce statut, les marchandises ne pourront pas être dédouanées. Donc, attention à être prêt au 1er janvier 2026 sur ce point-là.
Autre élément important, l'achat des certificats MACF. Donc, pour répondre à cette obligation, eh bien, vous devez détenir suffisamment de certificats, donc avoir suffisamment de certificats en stock pour pouvoir importer. Et ce minimum requis, c'est 80% de vos émissions importées à date. Donc, il faudra veiller effectivement à avoir toujours suffisamment de certificats MACF pour éviter encore une fois un blocage en frontière, en sachant que, et ça c'est un peu la nouveauté quand même de ce dispositif par rapport au SEQE existant, c'est qu'il n'y aura pas de possibilité de vendre des certificats entre les différents déclarants. Vous ne pourrez pas demander à votre voisin, ah ben toi tu as plus de certificats que moi, tu t'en sers pas, je t'en achète. En fait, ce n'est pas possible. Donc, et tout ça, c'est pour, voilà, encore une fois, pour répondre à cette politique de convergence finalement vers cette transition écologique. Donc, sur ces certificats MACF, on en achète. Si on en a acheté trop, eh bien, on les restitue, ceux avant le 31 mai de l'année N+1. Si les certificats ne sont pas restitués, ils seront invalidés avant le 30 juin. On ne pourra pas les proroger. Et donc, ces certificats ont une durée de validité limitée. Ils ont une durée de validité entre 1 année et demie et 2 ans et demi. C'est-à-dire que si moi j'ai acheté un certificat sur la période civile 2025, eh bien, ils seront annulés au 1er janvier 2027. Voilà. En sachant que si je ne les utilise pas, j'ai possibilité évidemment de me les faire rembourser avant le 30 juin, mais avec un plafond, donc vous voyez, à hauteur maximale du tiers des certificats achetés. Donc c'est pour ça que vous comprenez tout de suite que la juste estimation, évaluation d'importation de CO2 est très importante. Il faut vraiment verrouiller, fiabiliser en quelque sorte cette évaluation en amont pour ne pas se trouver à dépenser finalement en certificats qui ne seraient pas utilisés. Concernant la déclaration MACF annuelle, on a le temps de le voir, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y aura un point récapitulatif en quelque sorte, et ce récapitulatif annuel qui sera fait donc avant le 31 mai de chaque année sera vérifié par un organisme indépendant dont la liste vous sera évidemment communiquée en temps voulu. Alors j'arrive au dernier point sur la répartition des différents acteurs institutionnels qui sont donc impliqués dans la mise en œuvre et donc la préparation, surtout aujourd'hui, de ce nouveau dispositif. Donc en premier lieu, je dirais la douane. Alors la douane, elle est avant tout une autorité de contrôle ici. Aujourd'hui, dans la phase transition, on a un rôle évidemment d'information à notre niveau, donc sur la partie douane, sur vos obligations déclaratives, sur l'habilitation. Vous voyez que c'est la douane qui habilite l'accès à cette plateforme MACF. Et puis, une fois qu'on rentrera en phase de fonctionnement, eh bien, on sera l'administration frontière. C'est-à-dire que lorsque on aura ces codes douaniers concernés par le dispositif MACF, eh bien, on vérifiera deux choses. Un, est-ce que vous avez le statut de déclarant MACF? Est-ce que vous avez suffisamment de certificats MACF pour procéder au dédouanement de la marchandise? Voilà le rôle de la douane dans ce circuit, en fait, MACF. L'autre acteur essentiel, je dirais, et surtout aujourd'hui dans cette phase préparatoire et d'évaluation justement des émissions CO2 importées, eh bien c'est la DGEC, la Direction Générale de l'Écologie et du Climat. Elle répond à toutes vos questions réglementaires relatifs donc au remplissage de ces rapports trimestriels, au calcul de ces émissions. Alors, vous avez cette adresse mail sur laquelle vous pouvez donc poser votre question. Ils y répondent. Précisément, je ne peux pas vous dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont débordés. Voilà, je sais qu'ils ont énormément de questions et même si, voilà, ils sont très mobilisés, il faut être parfois un peu patient pour avoir un retour. Dernier acteur, la DG Trésor, donc
cette DG Trésor, c'est l'interlocuteur classique, je dirais, de la Commission européenne. Et en fait, cette DG Trésor, elle va surtout s'intéresser aux implications du dispositif sur l'économie, sur les échanges commerciaux, sur les éventuelles extensions, parce qu'elle va rentrer en discussion avec les autres États membres sur quel secteur on fait rentrer dans le dispositif. Donc, elle est là aussi pour défendre les intérêts économiques, évidemment, des opérateurs français auprès de l'Union européenne. Et donc, vous pouvez aussi la contacter sur cette adresse mail qui est indiquée. Et enfin, pour aller plus loin sur ce dispositif, je vous ai mis ici deux liens. Donc, le premier sur, évidemment, le site du ministère de l'écologie, et puis sur celui de la douane, où là, je vous ai mis une copie écran, et vous avez donc la FAQ. La FAQ, en fait, c'est un document qui aujourd'hui fait 30 pages. Peut-être que demain, elle en fera 50. C'est un outil évolutif au gré de l'avancement, finalement, de la mise en œuvre de ce dispositif. Eh bien, on remplit et on complète ce FAQ. Donc, n'hésitez pas à y aller parce que il y a déjà pas mal de réponses à pas mal de questions. Donc, j'en termine avec cette présentation. Maintenant, je vais laisser la parole à Annie Munier pour les éventuelles questions que vous êtes posées pendant cette présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christelle. C'était extrêmement limpide, comme d'habitude. Et effectivement, Merci. ce sujet, évidemment, méritera d'autres précisions, soit par la DGAC, comme vous l'avez indiqué. Je me permets juste de rappeler aussi, évidemment, l'appui pour le développement à l'international BCI est à la disposition des entreprises. Je rappelle juste un point. En termes de proximité, vous avez aussi les conseillers de vos CCI, conseillers environnement. Pour le Finistère, je connais les noms, donc je vais les citer parce que je pense que c'est important que les entreprises puissent savoir aussi qu'il y a des appuis techniques environnement dans leur CCI. Pour le Finistère, vous avez sur Quimper Émilie Richard, Benoît Deschamps sur Brest et Magali Chenel également, qui sont d'ailleurs connectés aujourd'hui avec nous. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux aussi sur le fond. Je vais donc commencer à lire les questions en commençant par la plus ancienne en termes de temps. Alors, une question sur le coût, estimation du coût de la tonne de CO2 pour 2030. Avons-nous déjà une réponse? Alors, si j'étais devin, Oui, c'est ce que j'avais envie de j'aurais dire. plein d'actions en Oui. bourse. En fait, non, évidemment, je ne peux pas répondre à cette question-là. Moi, je vous ai donné un ordre d'idée. Aujourd'hui, la tonne s'échange, la tonne de CO2 s'échange aujourd'hui à 100 €, mais évidemment, ça va fluctuer en fonction de l'offre et la demande. Donc, c'est impossible de répondre à cette question-là. Mais on a compris, on reste bien entendu en veille. Et dans ce cas-là, pour suivre ces coûts, le lien, c'est la DGCSE. Oui, alors oui et non. Alors oui, elle est en première ligne en France. C'est aussi la Commission Oui. européenne, en fait. C'est un marché Ouais. européen. Donc voilà, Donc, on reste en veille là-dessus. sur les facs, on reste en veille sur tous les liens utiles que vous Exactement. nous avez Oui, tout à fait. adressés. La seconde question, comment se passe-t-il si nous n'avons pas acheté assez de certificats annuels? Vous ne pourrez pas importer. C'est En clair. fait, mais D'accord. ce mécanisme-là, nous, on n'a pas encore d'éléments de mise en œuvre. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est dans la construction de ce dispositif et donc de manière pratico-pratique, je ne peux pas répondre à une question sur comment ça se matérialise sur la déclaration en douane d'importation. Je n'ai pas ces éléments-là de mise en œuvre puisque c'est un chantier aussi informatique forcément. Mais le principe, j'ai pas suffisamment de certificats, je peux pas importer. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur l'évaluation de vos importations en CO2. Voilà. Alors c'est vrai qu'un importateur pourrait me dire, oui, mais moi je peux pas prévoir aussi longtemps à l'avance. Parce que voilà, c'est la loi du marché aussi. J'achète en fonction des besoins, des demandes, des marchés de vente que je peux obtenir, etc. Mais voilà, moi j'ai pas malheureusement réponse Bien à toutes les entendu. questions sur ces Ouais. éléments-là.
Oui, mais je pense que nous l'aurons tous compris, nous sommes bien sûr en amont parce qu'il est extrêmement important d'être vigilant sur ce contexte pour ne pas effectivement être en cas de blocage. Donc, je pense que toutes les entreprises concernées vont rester en veille sur ce sujet, bien sûr. Tout à fait. Y aura-t-il un contrôle du niveau requis de certificat lors de l'importation? C'est même question en fait, hein. C'est la même question. Donc oui, oui, c'est les 2 points de contrôle pour la douane, au-delà des contrôles classiques sur une importation, sur le dispositif MACF, ce sera donc le statut de déclarant et le certificat. Enfin, en fait, le certificat, oui, c'est un certificat MACF suffisant permettant la mise en libre pratique, donc le dédouanement de la marchandise. Ouais, ce sera contrôlé. Troisième question, il est difficile d'obtenir des informations de certains fournisseurs dans les pays tiers. Mm. Peut-on être pénalisé par l'utilisation de valeurs par défaut dans le déclaratif? Bah, je dirais que non, ce serait pas très juste. Et justement, la commission a parfaitement conscience de cette difficulté d'obtention d'informations d'un fournisseur dans un pays tiers. Et c'est pour ça, justement, qu'elle a proposé des valeurs par défaut sur la plateforme MACF. Hein. Donc, vous ne pouvez pas être pénalisé par C'est non-obtention déclaratif, ouais. d'informations du fournisseur. Ouais. Nous devons déclarer pour 2 entités qui ont 2 numéros SIRET et ORI, Mm. mais le même numéro de sirène. Pouvons-nous faire une seule déclaration? Alors, oui, c'est une question qui est dans la fac d'ailleurs. OK, Page 11, alors ne croyez pas que je connais la fac par cœur, n'en doutons pas, mais mais j'ai eu la néanmoins, question hier, c'est pour ça que c'est assez frais et en fait, c'est pas stabilisé encore, je dirais, parce que d'un côté, la fac nous dit on doit faire un reporting des différentes filiales avec des numéros EORI différents. Et aujourd'hui, le numéro EORI, vous savez qu'il y a des numéros EORI Sirène et Siret. Donc, bon, ça ajoute un peu de brouillard à la question. Donc, le principe, c'est un reporting par numéro EORI, donc je dirais par établissement. Il y a un mais, puisque la commission nous dit que on pourrait, vous voyez, c'est du conditionnel, hein, oui. mais nommer un seul pour représenter l'ensemble des filiales d'un groupe. Vous voyez? Bon. Donc, vous voyez, alors je ne suis pas suisse hein, et pas normande non plus, mais là, enfin voilà, même la FAQ, je la trouve pas très claire là-dessus. Donc, ça risque d'évoluer. Ça risque d'évoluer. Mais pour l'instant, pour moi, c'est délicat de répondre à cette question-là, quoi. Je prends une autre question et Laurence Guillou qui m'accompagne et qui sera donc désormais votre conseillère internationale sur Morlaix et Brest. Donc je lis une dernière question et Laurence prendra la suite. Selon la première vague de codes douaniers concernés, nous n'avons pour le moment pas besoin d'être déclarants. Devons-nous tout de même faire les démarches pour être déclarants sans faire l'achat de crédit dans l'éventualité où lors d'une extension des codes douaniers, nous serions concernés ou aurons-nous le temps de faire les démarches d'inscription lorsque l'extension du champ d'application sera annoncée? Alors, vous aurez le temps. Vous Ok, aurez le temps parce que déjà l'extension se fera tous les 2 ans, voyez, et ça correspond à la période transitoire dans laquelle nous sommes. Donc, si jamais il y a une extension des secteurs d'activité à partir de 2026, ce secteur d'activité rentrera en vigueur qu'en 2028, voyez. d'accord. Donc, voilà, donc il y aura le temps de préparer pour cette obligation de statut déclarant et pour évidemment l'évaluation des émissions et donc l'achat des certificats. Merci. Je prends la main pour les questions. Merci Annie. Pour l'acier, les produits transformés ne sont pas concernés. Point d'interrogation. Exemple, les voitures, les machines
outils, risque de délocalisation qui a un risque. C'est justement, enfin, j'ai pas très bien compris toute la question, mais j'expliquais tout à l'heure que le MACF justement évitait les fuites carbone, donc évitait la délocalisation. Donc là, je ne comprends pas très bien la question. Donc en fait, les fabricants aujourd'hui d'automobiles ou de machines-outils, c'est Ouais, ça? je pense. Oh, oui, oui. Oui. Les transformateurs, en fait. Ouais, d'accord. Mais enfin, le système est fait pour justement maintenir la production dans l'Union européenne puisque les produits importés sont taxés. C'est le principe en fait. Donc aujourd'hui, les équipements industriels sont déjà concernés par, c'est ce que j'expliquais avec le SEQ en fait. Donc ces industries-là payent déjà une taxe carbone. Et donc le MACF vient rééquilibrer les choses. Pourquoi on sanctionnerait que nos industries en Union européenne alors que celles des pays tiers ne le sont pas? Voilà, c'est donc ça. c'est vraiment un système de rééquilibrage, justement. Question suivante. Nous importons de l'acier et de l'aluminium auprès de nos fournisseurs français. Sommes-nous concernés par cette procédure MACF? Devrons-nous nous assurer que nos fournisseurs sont bien dans les règles par rapport à ce mécanisme? C'est une Non, bonne pas question. du tout. Pas du Très tout. important. Les seuls qui sont concernés, ce sont les importateurs. Un importateur de marchandises, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, elle vous revend une marchandise qui a été dédouanée et donc qui répond Bon. à la fois aux règles tarifaires, aux règles normatives, réglementaires, de commerce, etc. Donc, vous n'avez pas, en tant qu'acheteur final, à vérifier que votre fournisseur est régulier. Ça, c'est le rôle de la douane, en fait. Ouais, ça, c'est très important et nous avons avec nous des équipementiers, puisque nous avons la chance d'avoir en Bretagne quand même un gros panel d'équipementiers agroalimentaires, agricoles, etc. Et c'est effectivement une question importante. Merci de l'avoir posée. J'ai une livraison départ Europe, mais une facturation de mon fournisseur hors Europe. Cet import est-il soumis? Est-ce qu'il y a un mouvement pays tiers? En fait, la question, elle est là. Si la marchandise est fabriquée dans l'Union européenne, je ne suis pas concernée par le dispositif MACF. Bien que mon fournisseur facturant se situe hors Europe. À ce jour, quelle est la date maximum pour acquérir les certificats pour 2026? On n'a pas de date. Le marché sera ouvert en 2025, mais à ce stade-là, on n'a aucune date de communiqué. J'en ai fini pour les questions posées pour le Très moment. bien. Merci Laurence. Donc je pense effectivement on a fait le tour. Enfin, on a fait le tour. On a anticipé les points de vigilance à venir. Tout le monde a compris et merci d'avoir posé ce décor, Christelle. Déjà le contexte, la définition et à mon avis, la to-do list que vous nous avez indiquée est extrêmement importante et effectivement doit être suivie de manière extrêmement vigilante par nos importateurs bretons. Et j'ajouterais, la douane donc, reste en veille forcément, et donc on programmera par nécessité de toute façon des webinaires sur le sujet. On a, oui, j'en parle du coup, on a un café douane en avril sur MACF, et donc voilà, je le compléterai en fonction des actualités au fur et à mesure évidemment, et soyez en veille sur aussi le site des douanes puisque régulièrement la page MACF est actualisée avec les nouveautés. Donc, allez aussi à la pêche aux informations, bien sûr. Tout à fait. Dans le sujet et la continuité de l'environnement et de la vigilance sur ces points-là, je signale à nos auditeurs que BCI organisera aussi un webinaire le 4 avril sur un autre sujet qui est la lutte contre la déforestation. Donc, il ne s'agit
plus de CO2, de carbone, ce sera la lutte contre la déforestation. Ça concerne les importations de produits que l'on a identifiés comme étant importés en Bretagne, comme le cacao, le café, etc., et bien d'autres. Donc, nous aurons un webinaire qui sera animé par notre collègue BCI à Rennes, Cindy Le Gouern, avec un intervenant qui est un avocat qui est en maîtrise du droit européen. Donc, effectivement, une veille, une vigilance aussi importante sur le sujet. Je suppose que la douane aura certainement aussi des actions dans ce sens. Tout à fait. Merci à tous pour votre vigilance. Merci de bien vouloir répondre au sondage que ma collègue Christine Martinet a lancé. Ça nous permet aussi d'avoir vos avis, bien sûr, sur les thèmes qui vous sont proposés et pourquoi pas nous en proposer d'autres. Je vous dis donc au revoir en vous souhaitant une bonne continuation pour vos flux à venir et nous sommes bien sûr à votre disposition. Je vous ai présenté brièvement, mais vous la voyez à l'écran. Donc, Laurence Guillou, qui nous a rejoint depuis début février et qui sera désormais le contact donc, en conseil technique et réglementaire sur le Finistère pour les territoires de Brest et de Morlaix, en lien bien sûr avec Monia Benral, qui est elle basée à Quimper. Nous sommes à votre service tout durant cette phase d'aspect technique et réglementaire dont on sait tous qu'il est bien entendu éminemment important. Et je vous remercie Christelle pour toute notre collaboration et nous avons tous compris que c'était effectivement un volet extrêmement important et qui permet à une entreprise d'avoir un parcours gagnant-gagnant dans son développement à l'international. Merci, merci Annie et Laurence et merci aussi à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire et puis je vous dis à bientôt. Voilà, et vous recevrez la présentation par la suite et le replay qui sera, comme d'habitude, mis en ligne. Merci à tous, bonne fin de journée. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.